Alors dans ce point, on va voir donc les mécanismes de l'évolution et la spéciation. Alors tout d'abord, on va parler de microévolution. Alors avant de parler de microévolution, il faut d'abord pouvoir parler de mutation. Alors c'est quoi la mutation? En fait, la mutation, c'est une erreur de recopiage, donc en fait de la molécule d'ADN qui va produire une protéine. Donc en fait, si la protéine produite est différente, ça veut dire que sa fonction va être différente également. Alors il faut savoir que ça peut avoir un impact négatif, positif ou neutre, mais ça va se faire vraiment tout à fait de façon aléatoire. Pour un effet à long terme, donc les porteurs de cette mutation doivent plus se reproduire pour pouvoir en fait la transmettre. Et donc, effectivement, soit ce sera dominant, comme on a vu en génétique, et dans ces cas-là, le nouveau caractère va vraiment être visible, soit il sera récessif, et dans ce cas-là, il faudra effectivement trouver dans la population assez proche d'autres spécimens qui vont avoir exactement la même mutation, et lorsque les deux individus vont se reproduire, donc cette mutation alors pourra être visible. Voilà, alors ça c'est juste pour information, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans donc l'unité qui traitait sur la génétique, on a parlé donc des bases azotées. Et donc dans les bases azotées, on a des T, on a des A, on a le C et on a le G. D'accord, donc on a la thymine, l'adénosine, la cytosine et la guanine. Alors en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'en fait ici par exemple, on va avoir la séquence originale et puis on va avoir une erreur de recopiage. Euh, Par exemple, un type d'erreur de recopiage, voilà, ici normalement on devrait avoir un T et à la place de ça, on va avoir un C. Donc on pourrait avoir carrément un codon. Donc en fait, voilà, le TGC il va partir et donc on va avoir un autre codon. Et donc là ici, on va de nouveau avoir une erreur de recopiage. On peut aussi avoir effectivement une base azotée en fait qui va disparaître, donc supprimée. Mais donc comme les codons pour une protéine, il ne faut pas oublier qu'une protéine est faite d'acides aminés, donc par trois bases azotées, on a un acide aminé plus un acide aminé qui fait une protéine. Et donc en fait, on va voir tout simplement que quand il y en a une qui part, tout le reste va donc être erroné, va coder pour des acides aminés différents, et donc on aura une protéine complètement différente. Donc ici on pourra avoir un ajout ou encore une inversion. Alors voilà, ici c'est vraiment que pour votre information, pour que vraiment vous puissiez visualiser quel type d'erreur de recopiage on peut avoir, par exemple, lorsqu'une cellule se divise en deux, par exemple. Alors, ces micro-évolutions vont être possibles uniquement par dérive génétique. Pourquoi? Donc, il faut imaginer qu'on a une mutation. Cette mutation, si effectivement elle est dominante, eh bien effectivement toute la descendance aura effectivement sans doute, en tout cas pourra transmettre le gène, et donc effectivement on va peut-être avoir une prolifération de cette mutation. Mais il se peut également qu'elle soit récessive, et il ne faut pas oublier que pour vraiment transmettre les caractères donc d'une mutation d'une génération à l'autre, en fait il faudrait qu'il y ait beaucoup dans la population d'individus en fait qui vont présenter la même mutation. Et donc pour cela, il faut que la population ne soit pas trop mélangée. Donc comment est-ce qu'une population ne peut être pas trop mélangée? C'est par exemple quand on a un nombre d'individus relativement limité. Alors on peut avoir tout d'un coup cette population qui va être limitée, par exemple lorsqu'il y aura un séisme, un incendie, etc. On a vu donc dans le texte pour le devoir que des goélands, il y avait une période de glaciation, effectivement, donc qui avait fait une barrière entre la population, une espèce de goélands. Et donc effectivement, le nombre d'individus de goélands ensemble était plus restreint. Et donc effectivement, les mutations qui étaient dans ce groupe-là étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que celles qu'on allait voir dans l'autre groupe de goélands. Alors c'est ce qu'on appelle donc l'effet d'étranglement. Donc effectivement, tout d'un coup, d'avoir cette population qui va être drastiquement réduite. On peut aussi avoir ce qu'on appelle l'effet fondateur. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que simplement, les individus d'une population donc, vont se retrouver isolés, d'où certaines variétés ne sont plus représentées, ce qui va amener un éloignement de la population initiale.
Cependant, lorsqu'on a ce groupe qui est limité, ça ne veut pas dire forcément que les mutations vont se transmettre d'une génération à une autre. Donc il faut vraiment se dire c'est extrêmement aléatoire. Donc on va avoir une première sélection qui va se faire. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que effectivement, on va avoir une sélection dite naturelle. Donc en fait, par exemple, si on a, alors je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc un exemple avec l'environnement qui va faire le tri. Eh bien, effectivement, ici, on voit que cet individu a la même couleur que son environnement. Eh bien, de ce fait, le prédateur ne va pas bien le voir. Et donc, celui-ci, effectivement, va présenter une meilleure adaptation. Donc déjà, en fait, cette population-là risque d'être plus rapidement mangée parce qu'elle sera plus visible. Et en plus de ça, on va avoir aussi ce qu'on appelle une sélection sexuelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que comme cet individu est bien adapté à son milieu, l'autre sexe aura une préférence pour s'accoupler avec l'individu le mieux adapté. Effectivement, pourquoi? Parce que ça offre plus de chances à la descendance de présenter les mêmes avantages et donc effectivement de mieux survivre. Mais attention, ça ne signifie pas que par exemple tout d'un coup l'herbe, je ne sais pas, suite à des changements climatiques, etc., elle devienne bleue et dans ces cas-là, c'est l'espèce rouge qui va devenir moins bien adaptée. Donc dans ces cas-là, au niveau naturel, on va effectivement avoir cette sélection qui va se faire puisqu'elle va être davantage mangée. Et effectivement, la sélection sexuelle va donc changer. Donc tout dépend du milieu. Donc attention qu'une espèce qui est très adaptée dans un milieu ne va pas forcément l'être dans un autre milieu. Donc c'est ce qu'on montre. Donc ici, on a des individus qui sont plutôt orangés, d'autres jaunes. Donc il y a la sélection par l'environnement qui montre ceux qui sont un tout petit peu plus foncés sont nettement mieux adaptés. Puis on va avoir des mutations aléatoires, ce qui fait que tout d'un coup on a des individus encore d'une autre couleur. De nouveau une sélection par l'environnement et attention la sélection également sexuelle. Et donc on voit qu'au fur et à mesure, eh bien, les espèces de départ ne seront plus les espèces d'arrivée. Alors la spéciation. La spéciation c'est quoi? C'est le fait en fait qu'une espèce va permettre en évoluant de former d'autres espèces. Donc c'est en fait vraiment un processus évolutif, d'accord? Donc où on va avoir de nouvelles espèces vivantes mais qui apparaissent à partir d'un ancêtre commun. Et donc ça vraiment ce qui est important dans cette définition, c'est le fait de dire qu'il y a un processus évolutif, d'accord? Qu'il y a un ancêtre commun, mais que cet ancêtre commun va donner des espèces qui sont tout à fait des espèces à part entière et qui ne vont pas pouvoir se reproduire entre elles. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est que pour qu'une espèce soit tout à fait différenciée d'une autre, il faut que la reproduction devienne impossible. C'est-à-dire que même s'il y a un accouplement, eh bien cela ne va pas donner un petit. Alors il arrive que quand l'espèce n'est pas encore totalement séparée, eh bien il y aura quand même la naissance de petits. Cependant, ce petit sera tout à fait infertile et donc ne pourra pas donner de descendance. Alors tout d'abord, on va parler de la spéciation allopatrique. Donc en fait, on a un groupe d'individus qui en fait va être séparé suite à la formation d'une barrière physique. Alors ici, eh bien, on voit que c'est un fleuve ou un cours d'eau, etc. Donc effectivement, tout d'un coup, on va avoir une dérive génétique. Et donc on va avoir un effet d'étranglement. Pourquoi? Parce qu'effectivement la population va être réduite. Et en plus l'effet fondateur dans le sens où on va avoir un éloignement des deux populations. Et donc il est possible effectivement que certaines mutations qui sont présentes ici, petit à petit ne seront plus présentes là. Alors ensuite les individus donc, vont évoluer chacun de leur côté. Et donc, il va y avoir des sélections naturelles qui vont se faire. Alors, tant que le milieu reste identique et qu'il n'y a pas trop de mutations aléatoires, c'est une chose. Mais après, il faut voir. Et donc, il va y avoir des mutations aléatoires. Et on n'oublie pas, revient toujours cette sélection naturelle et puis la sélection sexuelle. Alors ici, on voit par exemple que, on peut imaginer que ici, le climat a fortement changé, donc l'herbe a changé de couleur, elle est devenue verte. Et donc ceux qui auront les mutations de la couleur verte,
eh bien, vont survivre tandis que les autres vont manger, alors que ceux-ci restent parfaitement adaptés à leur milieu. Alors maintenant, la spéciation sympatrique. Alors la spéciation sympatrique, justement, il n'y a pas cette barrière physique qui va rentrer en jeu. En fait, ici, on va plutôt parler des habitudes. Donc en fait, on va se rendre compte que des individus dans une même population auront une tendance à se regrouper lorsqu'ils partagent une même habitude. Et lorsque cette même habitude est partagée, ils auront donc tendance à se reproduire entre eux. Et donc en fait ici, ça va créer une barrière à la reproduction. Et donc au fur et à mesure des générations, eh bien, on va avoir donc l'apparition donc d'une nouvelle espèce, mais au même endroit. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, donc la spéciation allopatrique, groupe d'individus séparés par une barrière physique, et puis effectivement, on va avoir la dérive génétique, la sélection naturelle et sexuelle, qui fait qu'on a l'apparition d'une nouvelle espèce. La spéciation sympatrique, on n'oublie pas, c'est un seul groupe, on va avoir des habitudes différentes et donc les individus qui partagent la même habitude vont se reproduire entre eux jusqu'à créer justement une barrière reproductive et donc apparition d'une nouvelle espèce. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre pause déjà pour avoir le temps déjà de tout noter, mais donc vous pouvez retourner en arrière, etc., ce qui vous permettra d'avoir le temps de faire tout ça. Ensuite, je vous demande donc de lire ici le texte sur les cyclidés des grands lacs africains et puis effectivement de répondre aux questions du texte. Donc, je vous propose de mettre pause, de faire cela et puis de remettre en route la vidéo afin d'obtenir les réponses. Voilà, donc appliquons les notions de la spéciation donc allopatrique et sympatrique donc aux cyclidés. Donc la spéciation allopatrique, pourquoi? Parce qu'on a eu des cyclidés qui ont été isolés géographiquement dans des régions différentes, par exemple à Madagascar, Amérique du Sud et en Afrique. Alors on a aussi des spéciations sympatriques, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a plusieurs espèces qui habitent dans un même milieu. Cependant, même s'ils habitent dans le même milieu, on voit que ce sont des espèces qui sont différentes. Pourquoi? Mais parce que simplement, certains ont peut-être d'autres habitudes alimentaires et donc on va constater effectivement que leur mâchoire, etc., n'est pas constituée de la même façon afin de pouvoir se nourrir justement correctement de leur alimentation habituelle. Donc pour ça, ils doivent être parfaitement adaptés. Donc on n'oublie pas que la spéciation sympatrique va inclure une barrière à la reproduction. Et pourquoi dans ce cas des cyclidés cette barrière est tout de même tombée? Eh bien c'est parce que l'eau s'est troublée suite à la pollution et donc les cyclidés ne se sont plus reconnus et donc ils ont commencé à se reproduire entre eux. Alors attention, s'ils ont pu se reproduire, ça veut dire que leur espèce n'était pas encore suffisamment séparée ou pas totalement. Ou alors on est dans le même cas que par exemple que dans le goéland. Eh bien le goéland, on a deux espèces qui sont complètement séparées, ils ne savent pas du tout se reproduire entre eux, mais grâce à des espèces voisines, ils vont se reproduire, donc qui sont plus proches génétiquement. Ils vont avoir chacun de leur côté des petits et ces petits pourraient être plus proches génétiquement et éventuellement se reproduire, ce qui va créer donc une hybridation. Donc la conséquence a été que certaines espèces se sont hybridées donnant de nouvelles espèces et ces nouvelles espèces ont été parfois beaucoup mieux adaptées que les ancêtres et donc c'est elles qui ont le milieu de nouveau naturel a fait une sélection. Ensuite il y a eu la sélection reproductive et donc effectivement on a eu donc encore l'apparition de nouvelles espèces. Alors, quelle dérive génétique s'applique aux cyclidés? On voit que l'effet fondateur, car il y a un petit groupe qui colonise une niche alimentaire, ce qui l'éloigne des cyclidés d'origine.